Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette exploration du livre de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. Nous avons vu préalablement que dans la famille, historiquement, tiennent compte l'aîné et sa femme. Nous avons déjà vu combien une femme avait tenu un rôle très important entre 1900 et 1920. Et donc, on va retrouver ici une autre femme qui va jouer un très grand rôle aussi dans l'histoire de la famille d'Ormesson. Ce sont des femmes belles et en tout cas avec de l'argent, surtout la première. Voilà. Donc celle-ci, voilà Jean d'Ormesson, voilà. Celle-ci s'appelle Ursula. Le titre des chevaliers teutoniques à la sœur du vice-consul ne laisse pas deviner le cœur du sujet. J'ai divisé en créant des titres en jaune, le soleil et les voyages. Bon, commençons par ça. Le monde bougeait, nous aussi. Nous quittions nos tilleuls, il y avait des tilleuls devant le château qui ombrageaient la table de pierre. Donc, nous quittions nos tilleuls pour Wall Street, les temples érotiques de l'Inde, 3 points de suspension. Ben, on se met, la famille d'Ormesson, on se met à voyager. Cette ridicule agitation que le grand-père dénonçait. Le soleil ne jouait aucun rôle dans les traditions de la famille. Aucun rôle. Nous avions longtemps vécu pour nous protéger contre lui, à l'abri de chapeaux, d'ombrelles, de volets clos, de murs d'une épaisseur prodigieuse. Je veux bien le croire. S'agissant d'un château qui a été bâti il y a plus de 700 ans, les murailles devaient être épaisses. Voilà. D'ombrelles. Nous avions la peau très claire, elle se mettait à brunir. Des nègres, disait mon grand-père en nous voyant revenir en septembre. Des nègres. Nous renoncions à la redingote et à la jaquette, aux hauts de forme et aux melons. Nous allions jusqu'à nous déshabiller quand il faisait chaud. Ah, c'est vraiment l'abandon de toutes les coutumes. Et voilà apparaître Ursula, une femme qui a marqué Jean d'Ormesson et la famille. Histoire, sous-rubrique. Ursula von Wittgenstein zu Wittgenstein appartenait à une de ces vieilles familles de l'Allemagne aussi ancienne que la nôtre. Aussi ancienne que la nôtre. Un de ses ancêtres avait été tué à la bataille de Tannenberg en 1410, un autre à celle de une bataille de 1914. Le cadet de Wittgenstein, le père de la jeune Ursula, avait épousé une croupe. Voilà. Du bassin de la Roure, industriel, très riche, colossalement riche. Voilà. On voit la même évolution. La dynastie des Hohenzollern et la monarchie prussienne connaissaient leur apogée à l'époque où la royauté s'écroulait en France. Oui. L'Allemagne n'a jamais fait de révolution. La chute de l'Empire allemand marque pour les Wittgenstein en 1918, donc le commencement de cette fin dans laquelle depuis quelque temps nous étions déjà entrés. Voilà, oui. Eh oui, depuis longtemps d'ailleurs. Le château de Wittgenstein, tout plein des souvenirs des chevaliers teutoniques et les chevaliers porte-glaive. C'était une famille d'origine du nord de l'Allemagne, de l'extrême nord. La femme elle-même, Ursula, avait des traits, des os, une démarche qui était faite pour durer. Bon, c'était peut-être pas une beauté, mais elle était solide.
Elle parlait peu. Elle commandait. Elle était imprévisible. De son calme pouvait sortir à chaque instant une tempête. Le mari. Mon cousin Pierre n'était pas comme son père, l'oncle Paul, une sorte de fantoche élégant. C'était un grand gaillard, blond comme sa mère et qui n'avait pas froid aux yeux. Mon grand-père aurait reporté sur lui tous les espoirs de la famille. Conditionnel. Pardon. Il avait reporté. Il chassait aussi le cerf en Autriche. Bon, c'était un grand gaillard. Épousé une Allemande quelques années après la guerre, demandait des idées libres. Oui, sans aucun doute. Ursula von Wittgenstein arrivait à point, avec sa jeunesse germanique, pour rendre un peu de tenue à notre déclin satisfait. La famille d'Ursula avait longtemps vécu dans une somptuosité, un luxe dont nous n'avions que peu d'idées. Oui. Donc, en épousant un groupe aussi, ils avaient un luxe. La dame aux camélias, maintenant. L'arrière-grand-père d'Ursula. L'arrière-grand-père d'Ursula avait été sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire Louis-Philippe, 1830 et après, attaché à l'ambassade de Prusse en France. Un soir qu'il rentrait chez lui, il était tombé sur une voiture accidentée. À l'intérieur se trouvait une jeune femme, Marie Duplessis, la dame aux camélias. Marie Duplessis. Le jeune Allemand ramena chez elle Madame Duplessis. Ce fut le début d'un amour dont devait s'inspirer Alexandre Dumas fils. La plus célèbre de ses pièces est la Traviata à Verdi. C'est original. Madame aux camélias avait un rapport avec un ancêtre d'Ursula. Sous la monarchie de Juillet 1830. Ursula et son mari. Alors, là, il y a aussi une aventure. Le château de Cabrinac resta la propriété des Wittgenstein jusqu'en 1910. Ursula, dans son enfance, y passa de longs mois, dont elle gardait un souvenir enchanté en raison de la chaleur du sud de la France, la cuisine, l'accent du midi et le soleil. Voilà, les vacances, quoi, en quelque sorte. Le père d'Ursula vendit le château à un notaire. C'est au fils de ce notaire que Pierre avait en secret racheté Cabrinac. Ils partirent en voiture, le couple, donc pour le château. Ils y arrivèrent à la nuit, et Ursula s'était endormie. Pierre la porta dans ses bras jusque dans le lit principal. Et au matin, Ursula eut la surprise de se réveiller dans le château de son enfance. Comme disent les Tourangeaux, c'est-il pas beau ça? C'est une surprise que le mari a fait à sa femme. Racheter le château que le père de sa femme avait vendu. Paris. Pierre et Ursula régnèrent un quart de siècle après leurs parents sur Paris. Le style était plus guindé. La musique était surtout de Wagner. Ah, ça c'est le poids d'Ursula. Il n'y avait pas une réputation de gaieté. La cuisine était raffinée et le service se faisait par des valets en culotte quand même. C'était la résurrection de la belle époque. À la page 204 du livre, vous trouverez un menu de l'époque d'Ursula, complexe et étoffé. Je le signale. Le menu était naturellement écrit à la main. Ah, vous remarquez, écrit à la main, à l'encre violette, avec de belles lettres. Les maîtres d'hôtel n'ont plus le même talent que jadis pour murmurer à l'oreille
les noms sacrés des crus et leur date de naissance. Pour murmurer à l'oreille les noms des crus et leur date de naissance. Personne ne se souciait du roi. Le luxe présidait. Ça ne devait pas plaire au grand-père, ça. Enfin, ça n'aurait pas plu au grand-père. Voilà. Mirette. Pierre s'est pris d'une autre femme, Mirette. Ursula l'accueillit. Ce fut un ménage à trois. Mais Ursula continuait à régner. Un soir, il y eut un grand repas, rue de Presbourg, chez Ursula et Pierre. Mais Mirette n'était pas là. Le maître d'hôtel murmura quelques mots à l'oreille d'Ursula. Celle-ci prit son rouge à lèvres et entreçoit 3 mots sur le menu posé devant elle. Puis elle lança le menu à son mari en face d'elle. Il était écrit « Mirette est morte ». Eh bien, voilà. Une vie qui passe. Et qui se transmet de manière singulière au cours d'un repas. Oui. Ursula resta très digne, mais au bout d'1 ou 2 ans, elle s'est mise à coucher avec n'importe qui. Sa beauté et son allure s'évanouissaient. Le 9 mai 40, Ursula avalait une boîte de barbiturique. Ouais. Ouais. 40. C'était l'invasion de la France. Il n'était peut-être pas très bien vu par les nazis qu'une Allemande épouse un Français. Voici Jean d'Ormesson et la nébuleuse du cheval dans un univers galactique dont Hubert Reeves, le grand astrophysicien, dans tous ses livres nous dit des merveilles. Voilà, nous sommes partis des étoiles il y a très longtemps, il y a 14 milliards d'années. Nous sommes composés des atomes qui composaient l'origine de l'univers. Voilà. Nous avons acquis la conscience par contre. Bon, je sors de Dormesson. Voilà. Bien. Écoutez, je vous dis au revoir et à l'occasion, repensez un peu à Ursula von Wittgenstein et au coup que lui a fait son mari de lui racheter le château de son enfance. C'est amusant. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.